C'est la cérémonie d'éveil des classes à l'Académie Lijiang. Tous les élèves sont réunis pour recevoir la classe qui déterminera leur avenir. Tour à tour, ils choisissent l'une des 3 classes disponibles. Certains sont plus chanceux que d'autres, tandis que certains se retrouvent avec une classe inutile pour le restant de leur jour. Mais lorsque vient le tour de notre héros, Yi, un événement stupéfiant se produit. Un ange apparaît et lui promet que grâce à son pouvoir, aucun monstre ne pourra jamais l'arrêter, car elle sera désormais toujours à ses côtés. Elle lui offre le choix entre 3 classes cachées uniques, mage de lumière, prêtre sacré et chevalier saint. Notre héros choisit la classe de chevalier saint, car elle est la plus équilibrée et ne présente aucune faiblesse. À la fin de la cérémonie, Yi peine à se frayer un chemin à travers la foule d'élèves qui veulent l'enrôler dans leur équipe. Un professeur doit même bousculer tout le monde pour inviter Yi au bureau du directeur le lendemain afin de discuter d'une importante proposition commerciale. Mais notre héros n'est pas pressé d'accepter quoi que ce soit. Le plus important, c'est qu'avec une classe aussi rare, il puisse enfin gagner de l'argent pour payer les soins médicaux de sa sœur. De retour dans sa chambre, le jeune combattant s'assoit tranquillement avant d'ouvrir la fenêtre du système. Il remarque des points de statistiques non dépensés et une nette amélioration de ses attributs. Comprenant qu'il ne pourra chasser les monstres qu'après être devenu plus fort, notre protagoniste décide que s'améliorer doit être sa priorité absolue. Soudain, le système annonce l'activation d'une mission unique. Yi comprend rapidement que terminer ces missions est nécessaire pour obtenir des récompenses et accepte sans hésiter. Une étrange lumière l'enveloppe et le téléporte dans un lieu mystérieux. Il se retrouve dans une mine et se souvient que les anciens monstres rabbins habitent principalement ce genre de tunnel. L'un d'eux émerge des ténèbres, mais Yi esquive facilement ses premières attaques. Confiant qu'il ne déchaînera rien de puissant, il décide de le vaincre sans utiliser de compétences. Ses réflexes fulgurants lui permettent d'encaisser chaque coup, et il réalise que son corps est devenu bien plus agile après l'amélioration de ses statistiques. La créature se jette à nouveau sur lui et, bien qu'elle esquive la plupart des coups, l'un d'eux parvient à l'atteindre. Réalisant que son imprudence pourrait lui être fatale, Yi se ressaisit. Même s'il s'agit d'une bête de faible niveau, il riposte en déchaînant de mystérieuses attaques de lumière. Se précipitant en avant, le jeune guerrier charge son poing d'or et assène plusieurs coups avant d'achever le rabbin. L'épreuve se termine et il obtient le meilleur score, gagnant ainsi plusieurs récompenses du système. Soulagé, Yi décide que son prochain objectif est d'acquérir une arme. Heureux que le système lui en fournisse une, il investit ses points de statistiques et achète rapidement une épée avant de quitter le terrain d'entraînement. Soudain, une notification apparaît, lui demandant de se rendre à l'hôpital. Pendant ce temps, ailleurs, Yoon regarde les informations et apprend ce qui est arrivé à son frère la veille. Une infirmière fait irruption, furieuse, et se plaint des frais exorbitants. Elle se demande pourquoi les coûts augmentent si vite et doute que YEI puisse un jour payer une telle somme, car même 3 emplois ne suffiraient pas. L'infirmière ignore ses excuses et rétorque sèchement que Yoon a consommé trop de médicaments ce mois-ci. Son état s'est aggravé à plusieurs reprises, nécessitant des soins intensifs. Toujours enragée, elle lance à la jeune fille, d'un ton cruel, qu'elle devrait se résigner à mourir. Soudain, un homme mystérieux apparaît et la coupe avant qu'elle n'ait pu ajouter un mot. L'infirmière s'en va en claquant la porte, prévenant que Yoon paiera la prochaine fois. Bouleversée, la jeune fille fragile se demande qui peut bien être cet inconnu. Il lui tend calmement sa carte et se présente comme un ami de son frère. Yi revient enfin, les billets à la main, se demandant pourquoi 10 000 ont été mystérieusement retirés de son compte. Il interroge sa sœur à ce sujet, mais remarque aussitôt 2 hommes assis à côté d'elle. L'un d'eux sourit poliment et se présente comme le secrétaire du maire, expliquant qu'il est là pour discuter de quelque affaire. Notre garçon se demande pourquoi une personne aussi importante viendrait le voir. Il serre néanmoins la main du secrétaire et lui propose de sortir s'ils veulent parler. L'homme accepte, mais laisse un garde du corps pour accompagner Yoon.
Dans un restaurant voisin, le secrétaire félicite le jeune guerrier d'avoir obtenu la protection de l'ange sacré et d'avoir éveillé un talent aussi exceptionnel. Il tente de minimiser son exploit en l'attribuant à la simple chance, mais l'homme n'est pas convaincu. Il explique que recevoir un talent de rang et s'exige bien plus que de la chance. C'est alors que survient la révélation. Le maire s'est intéressé à lui et a constitué un stock de ressources de cultivation spécialement pour lui afin qu'il puisse se préparer à l'examen à venir. Sortant une clé brillante, le secrétaire est prêt à la lui remettre. Mais notre protagoniste reste méfiant. Il sait qu'un cadeau n'est jamais gratuit. Il soupçonne le maire d'attendre quelque chose en retour, espérant sans doute qu'il devienne un jour une figure influente. La secrétaire rend l'offre plus alléchante en proposant de faire venir une équipe médicale professionnelle pour Yoon et promet même que le maire contactera un grand prêtre, le rassurant ainsi quant à l'état de sa sœur adorée. Il hésite d'abord, mais pour le bien de sa sœur Y accepte. Plus tard, il retrouve Yoon. Ses yeux brillent d'excitation en apprenant ses exploits. Elle confie vouloir s'accrocher à lui comme à un accessoire, car elle souhaite le voir atteindre le sommet. Il balaie ses paroles d'un revers de main, l'exhortant à se concentrer plutôt sur sa santé. La petite fille s'enquiert de ses compétences, ce qui rappelle à YEI que sa classe possède 3 capacités exclusives, dont une liée à la guérison. Décidant de la tester, il pose délicatement sa main sur son front, et une douce lumière les enveloppe tous deux. Elle commence à se sentir apaisée. Yoon se sent merveilleusement bien, et il réalise que même si sa compétence de guérison lente ne pourra pas la guérir de sa maladie, cela pourra au moins contribuer à soulager sa douleur. Le lendemain, Yi rencontre le directeur, qui l'informe que plusieurs universités tentent sans relâche de le recruter. 4 professeurs des 10 meilleures universités sont présents, et le vieil homme espère qu'il négociera le maximum d'avantages. Il ajoute que ses professeurs sont tous de niveau 35, et que choisir l'un de lui garantirait un avenir prometteur. Yae se demande quelle université il représente, et le directeur énumère leurs noms, mais il remarque que les 3 premières manquent à l'appel. L'explication est simple, ces écoles ne recrutent pas uniquement sur la base du talent. Les étudiants doivent également faire leurs preuves lors d'examens. Le directeur annonce son arrivée, et Yi s'incline poliment. Les professeurs sont impressionnés par son humilité malgré sa force. Tien, l'un d'eux, va droit au but et propose 2 millions de shillings et 3 manuels de compétences exclusives de classe chevalier saint. Un autre prétend que c'est insuffisant et fait une offre encore plus alléchante, à la grande surprise du vieil homme. Mademoiselle Ju reconnaît leur sincérité et propose immédiatement des ressources de cultivation de classe B s'il choisit son université. À ce moment-là, le directeur perd patience et presse Yi d'accepter, insistant sur l'inestimable valeur des ressources de cultivation. À la surprise générale, il refuse tout. La femme lui demande pourquoi, et il répond avec assurance qu'il souhaite seulement intégrer l'une des 3 meilleures universités. Mais comme d'autres races sont impliquées, il est quasiment impossible pour un humain ordinaire comme lui d'y entrer. Tien libère son aura, disant qu'il avait espéré que YEI ne soit pas si naïf. Il connaît le passé du garçon et les difficultés de sa vie avant de recevoir son don. La pression l'accable, l'empêchant de tenir debout. Les professeurs l'ont averti que même s'il intègre une université prestigieuse, il ne recevra pas l'attention qu'il mérite et restera au bas de l'échelle. Juste avant qu'il ne s'effondre, le directeur intervient, exhortant Tien à se calmer. Mademoiselle Ju, cependant, remarque que Yi a réussi à résister à la puissante aura, même brièvement. Cela lui fait comprendre qu'il est spécial. Tien reprend ses esprits, mais déclare qu'il ne souhaite plus recruter quelqu'un qui manque à la fois de compétences et d'attitude. Les autres professeurs décident également de partir, mais le directeur les supplie de revenir sur leur décision. Mademoiselle Ju ramène Yi à la réalité, lui rappelant que leur pays regorge d'élite et qu'avec des races plus fortes et une concurrence accrue, il sera difficile d'atteindre le sommet.
Pourtant, le jeune combattant est déterminé à lui prouver le contraire grâce à ses résultats aux examens. À un mois de l'échéance, il est convaincu que son système lui permettra de progresser rapidement. Il annonce qu'il intégrera sans aucun doute l'une des 3 meilleures universités. Voyant la détermination dans ses yeux, Mademoiselle Ju ressent une pointe de nostalgie. Cela fait des années qu'elle n'a pas vu une telle force de caractère. Elle sourit, espérant qu'il sera à la hauteur de ses attentes. Un mois plus tard, dans une immense arène, la nervosité est palpable parmi les élèves, l'examen étant sur le point de commencer. Ils craignent d'être condamnés, car leur examinateur n'est autre que le redoutable Demu Yang. Tandis qu'ils discutent de YEI, certains le trouvent arrogant d'avoir refusé des offres aussi généreuses. Mais lorsqu'il apparaît, son aura imposante dissipe tous les doutes. Il est méconnaissable. La porte se met à briller, affichant toutes les informations relatives à l'examen. Les élèves réagissent instantanément face aux défis qui les attendent. Les monstres félins sont réputés pour leur rapidité, tandis que les minotaures comptent sur leur peau épaisse pour se protéger. Seules 5 personnes sont autorisées à entrer en groupe. Avant qu'ils ne pénètrent dans le donjon, le professeur avertit chacun d'utiliser son parchemin de retour et de quitter immédiatement ce royaume secret en cas de menace trop importante. Mourir dans le donjon signifie la mort définitive. Le compte à rebours démarre et les élèves se précipitent dans la mystérieuse carte. Certains décident d'y aller seuls, comme notre protagoniste, tandis que d'autres forment des équipes pour optimiser leurs chances de survie. Dans l'assistance, des murmures s'élèvent, s'attendant à ce que les élèves les plus brillants choisissent de partir en solo pour s'accaparer toutes les ressources. Une jeune fille désigne YEI du doigt, marchant d'un pas nonchalant malgré la présence de monstres dangereux. Le directeur de l'examen perd son sang-froid et se met à crier sur le proviseur, lui demandant pourquoi un élève aussi prometteur erre seul sur la carte. Il craint que le garçon ne périsse dans le donjon, réduisant à néant tous les efforts déployés pour son éveil. Le proviseur, cependant, garde son calme et le rassure, ce jeune guerrier n'est pas un enfant comme les autres. C'est quelqu'un en qui ils ont confiance et il a sans doute un plan. Dès que les monstres bondissent sur lui, YEI dégaine sa hache. Il les tranche sans effort, fruit d'un mois d'entraînement intensif pour atteindre le niveau 10 et porter ses statistiques à 13. La confiance l'envahit. Notre garçon se sent prêt à réussir n'importe quel examen de haut niveau. Lorsque les créatures hésitent, il charge, abattant les unes après les autres. Grâce à son talent et à la protection de l'ange sacré, même sa hache est devenue plus tranchante et plus puissante. Bien que l'examen limite les armes de tous les participants à 3 étoiles de bronze, ces améliorations lui permettent de l'améliorer davantage. Avec sa lame d'un blanc pur désormais au niveau 5, il anéantit plusieurs monstres en un instant. L'arme est si puissante qu'elle peut tuer n'importe quelle créature de bas niveau d'un seul coup. Le public explose de joie, stupéfait par sa démonstration de force. Un professeur souligne qu'il est plus rapide que les monstres félins eux-mêmes, sa vitesse ayant considérablement augmenté. Un autre ajoute que sa magie est également plus tranchante, renforcée par une intelligence hors du commun. Chaque attaque atteint sa cible avec une précision parfaite, les convainquant qu'il est un génie du combat. Un troisième remarque sa détermination de fer et sa volonté inébranlable de se battre. Pourtant, la carte nocturne n'est pas qu'une question de puissance brute. Elle submerge les combattants par le nombre. Même les vétérans risquent de s'effondrer lorsque leur endurance est faible. Observant attentivement, un professeur remarque que la hache de Yi semble lourde et soupçonne qu'il dépense beaucoup d'énergie à chaque coup. Et en effet, plusieurs monstres félins lui sautent dessus. D'un seul coup de patte, il en élimine une poignée et achève les autres grâce à sa magie. Soudain, une lumière bleue jaillit, révélant l'entrée du niveau suivant. En y pénétrant, Yi se retrouve face à des milliers de monstres tapis dans l'ombre. L'animateur souhaite la bienvenue aux spectateurs et présente le plus puissant et le plus béni des chevaliers brillants de rang S, Saint YEI. Des murmures d'admiration parcourent la foule. Notre protagoniste a réussi la première épreuve en moins de 4 minutes. Fort d'une confiance inébranlable, il s'avance dans le niveau suivant où une horde de monstres l'attend. Il les évalue rapidement. Des monstres félins mages, guérisseurs et guerriers, mêlés à un minotaure. Le premier niveau était peut-être facile, mais celui-ci regorge d'ennemis redoutables, chacun représentant un véritable danger de mort. Dans un rugissement sauvage, la horde charge, assoiffée de sang. Soudain, une mystérieuse magie noire l'enveloppe. Les mages félins l'ont maudit. Des guerriers se précipitent tandis que les guérisseurs se préparent à les soutenir. Malgré cela, eux se contentent de sourire et de louer leur travail d'équipe.
Traçant la croix de lumière sacrée, il libère une énergie divine, désintégrant presque tous ses ennemis en quelques secondes. Son professeur, qui pensait autrefois que la classe des saints n'existait que pour le soutien, le regarde avec admiration. Le jeune chevalier prouve le contraire. Ses capacités sont également de niveau B. Le vieil homme se souvient du peu de soutien gouvernemental que ce garçon a reçu, ce qui rend son accomplissement d'une compétence de rang B encore plus étonnant. Hochant la tête en signe d'approbation, il observe notre protagoniste se tourner vers le Minotaure final. La bête active le mode berserker, brisant le sol de sa force avant de se jeter sur elle. Il contre-attaque avec une lame d'air et de la lumière pure, la poussant au bord de la mort. Alors que la porte suivante s'ouvre, il devine que le combat contre le boss est imminent. Un fonctionnaire, les yeux écarquillés, réalise que ce jeune homme pourrait bien être digne de confiance. Ses progrès en un mois seulement sont incroyables. Le dernier élève brillant de l'académie a péniblement atteint le 721e rang du district, mais avec YEI, leur réputation pourrait atteindre des sommets inégalés. Soudain, un élève nerveux fait remarquer qu'il est entré imprudemment dans la salle du boss sans se reposer. La panique s'empare de l'officier, mais le directeur reste calme, suggérant que ce jeune guerrier a sûrement un plan. À présent, à l'intérieur, notre garçon affronte le boss enragé. Canalisant toutes ses bénédictions, il se transforme en chevalier saint, esquive le premier coup de la bête et s'élance pour porter son premier coup. L'énorme monstre bloque l'attaque de Yi. Il peine à percer sa peau dure et réalise rapidement que ce combat ne sera pas aussi facile qu'il le pensait. La bête, furieuse, riposte par une rafale de coups et envoie notre protagoniste valser. Il ne survit que grâce à son armure de chevalier saint. Sans elle, il aurait été tué sur le coup. À présent, Yi comprend ce qu'il doit faire. Puisant dans sa détermination, il invoque les esprits de la victoire et fait apparaître de multiples lances de lumière. Il déchaîne toute sa puissance sur le monstre, mais celui-ci encaisse sans broncher. Notre héros comprend qu'il ne peut vaincre une créature aussi puissante par la seule force brute. Bien qu'il puisse l'affaiblir progressivement, il souhaite terminer le niveau rapidement pour s'assurer la première place. Pourtant, il est certain qu'il existe un moyen de gagner. YEI remarque que la créature est bien plus lente que lui. S'il continue d'attaquer de toutes parts, elle ne pourra pas se défendre contre chaque coup. Alors qu'il porte un coup puissant, il fait une autre découverte. Le Minotaure a beau avoir une endurance et des points de vie immenses, sa résistance est faible. Les dégâts qu'il a infligés commencent à s'accumuler. Déterminé à en finir, YEI déchaîne plusieurs compétences dévastatrices simultanément. Il sait que le timing est crucial. S'il vient à manquer de mana, il risque la disqualification. Bien qu'il n'ait pas prévu d'utiliser toute sa force, il utilise tout ce qu'il a. Finalement, il terrasse la bête. YEI obtient le rang SSS à son examen, devenant ainsi le meilleur élève du district. Même lui est stupéfait par ce résultat. Avant d'arriver dans ce monde, notre protagoniste a connu la tragédie, la mort de sa mère et les séquelles d'une terrible maladie de sa sœur. Malgré tout, il a persévéré. L'apparition du système lui a offert une seconde chance de se reconstruire et il refuse de la gâcher. Alors qu'il quitte la carte, le système affiche toutes les récompenses qu'il a obtenues au combat. Les gens l'accueillent chaleureusement et un garçon le prend même pour un dieu. Le directeur Jean le félicite, affirmant que terminer seul le mode cauchemar en moins de 10 minutes est un exploit sans précédent pour la deuxième académie. Fort de son expérience des examens, Jean est convaincu que Yi a le potentiel pour devenir premier du district de Sukang. Yi, humble, répond que ses éloges sont excessifs. Soudain, une supercar arrive sur les lieux. Le directeur l'informe que les résultats définitifs seront disponibles dans au moins 3 jours et promet de le prévenir immédiatement. Oui, il remercie l'homme et lui conseille de se reposer et d'attendre la bonne nouvelle. Quittant les lieux, notre héros se dirige directement vers l'hôpital. En y entrant, il repense à la façon dont, après leur dernière conversation, le directeur John a tenu sa promesse. Yoon a été transféré dans une suite de luxe sous la surveillance d'une équipe médicale professionnelle 24 heures sur 24. À l'hôpital, YEI explique à une infirmière qu'il est venu rendre visite à sa sœur et lui annoncer une bonne nouvelle. Il remarque également un froid inhabituel provenant des bouches d'aération. Arrivés au 26e étage, lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent, ils sont stupéfaits. Les médecins et les infirmières sont figés sur place et les murs et les sols sont recouverts d'une épaisse couche de glace. Inquiet pour Yoon, il se précipite vers sa chambre, laissant l'infirmière derrière lui. En quelques secondes, elle est à son tour prise au piège. Il brise la glace avec sa hache géante et pénètre dans la chambre. À l'intérieur, il aperçoit un monstre de glace colossal qui tourne autour d'elle, tandis que Sisking tente désespérément de protéger la jeune fille fragile. Yi s'apprête à attaquer le monstre de glace avec sa boule de feu magique, mais Sisking l'en dissuade. Elle est occupée à protéger Yoon grâce à sa magie. Il demande ce qui se passe et Ching explique qu'une attaque imprudente pourrait briser le cœur de Yoon. Notre héros s'interroge alors sur la présence d'un dragon dans la pièce. Il aperçoit sa sœur allongée sur son lit, recouverte de glace. Ching lui explique que le rhume qui frappe Yoon s'est propagé, transformant tout le monde en glace. Elle ne peut qu'empêcher le froid de se propager au-delà de cet étage et le presse de partir au plus vite.
Yi, cependant, est inquiet pour sa sœur. Ching admet qu'en l'absence d'un grand prêtre, elle est impuissante. Notre protagoniste évalue rapidement la situation et ordonne à son système d'utiliser tous ses points de compétence pour améliorer la récupération lente. Le système s'active et l'informe que la récupération lente de niveau 4 améliore la régénération lente de niveau 10. Cela restaurera progressivement la santé et le mana des coéquipiers à proximité pendant une durée déterminée. Le système précise également qu'il utilise une régénération lente améliorée. Ching est surprise par la puissance du sort de guérison du Chevalier Saint. Il surpasse même les capacités d'une prêtresse de niveau 23 comme elle. Pendant qu'elle termine la guérison, Yi lui dit qu'il va gérer la situation et lui demande d'informer immédiatement le secrétaire Jiao en lui demandant de faire venir un grand prêtre au plus vite. Ching explique que les grands prêtres ont un emploi du temps chargé. Le secrétaire Jiao n'a réussi à obtenir un rendez-vous que pour la semaine prochaine. Donc, même s'il appelle maintenant, le prêtre n'arrivera pas à temps. Yi insiste pour qu'elle prévienne Jiao. S'il peut faire venir un grand prêtre, notre garçon promet de tout faire pour lui à l'avenir. Comprenant, elle s'éclipse rapidement. Yi songe que Yoon endure cette vague de froid chaque nuit depuis un an, souffrant atrocement à cause de l'aura glaciale. Il savait que le froid s'intensifiait, mais n'avait pas réalisé qu'il était assez viol pour affecter le monde extérieur. Alors qu'il se surpasse, le gel brise la vitre et se répand dehors. YEI lutte encore contre le froid lorsque le dragon de glace se jette sur lui. Soudain, quelqu'un lance une boule de feu sur la bête, l'atteignant à la tête. La boule de feu ricoche dans la pièce. Il crie à la personne d'arrêter et de ne pas toucher à sa sœur, mais l'attaque le frappe et le projette au loin. Une sainte apparaît et défie le dragon. Maniant une lance magique, elle attaque sa tête et lui ordonne de partir. Elle augmente sa puissance magique, combat avec acharnement et finit par le vaincre. Elle annonce alors à Yi que c'est terminé. Lui demandant s'il est celui dont elle a entendu parler, elle plante sa lance dans le sol, libérant des rayons magiques qui dégèlent les médecins et les infirmières figées. Elle se présente comme Shule, une prêtresse éveillée secondaire de niveau 35 originaire de la ville de Qingyunyun. Yi exprime sa gratitude. Il explique que le directeur Jean lui avait demandé de soigner Yoon à l'avance. Elle ajoute que si John ne lui avait pas parlé des YEI, elle n'aurait pas enfreint les règles et lutté si longtemps contre le froid. Il semble que le directeur disait vrai. Lorsque Yi s'enquiert de la maladie de sa sœur et de la possibilité de la guérir, Choi explique que la solidification de l'énergie froide qui s'échappe est un signe d'éveil de la lignée. Yi est stupéfait par cette révélation. Elle explique, à l'apparition du jeu Eternal, de nombreux joueurs ont choisi des personnages d'autres races, elfes, géants, démons, et bien d'autres. Lorsque le jeu a fusionné avec la réalité, ces joueurs ont acquis les caractéristiques de leur lignée. Par exemple, les personnes de lignée elfique ont les yeux plus verts et les oreilles plus longues, tandis que celles de lignée géante peuvent atteindre 3 ou 4 mètres de haut. Au cours des 200 dernières années, ces joueurs se sont unis aux humains par le mariage, diluant ainsi leur lignée. Au fil des générations, la plupart ont perdu leur pouvoir et leurs particularités, sauf en cas d'éveil lignagé. Chez prévient que l'éveil lignagé peut apporter la fortune comme la malchance. Un éveil réussi permet de contrôler les pouvoirs des autres races, augmentant considérablement son niveau et ses capacités d'apprentissage. En revanche, un échec peut entraîner la paralysie ou la mort. Elle explique que le corps de Yoon ne peut supporter le pouvoir de sa lignée, probablement une lignée glaciale rare. Pour survivre, Yoon doit modifier sa constitution. She affirme que, d'après elle, seul un trésor appelé la lumière glaciale peut opérer ce changement. Constitution humaine. Cet artefact est extrêmement rare. Le dernier exemplaire est apparu aux enchères il y a 30 ans et a été vendu pour 1300 millions par un acheteur anonyme. Elle explique à Yi que Yoon ne pourra pas contenir le froid, qui se manifestera pleinement dans 3 mois. Une autre option serait d'utiliser une puissante compétence de plafond pour sceller la lignée, mais elle prévient que l'utilisation de cette compétence empêcherait Yoon de progresser à l'avenir. Shu lui dit de la contacter une fois sa décision prise. 5 jours plus tard, Yi effectue sa routine d'entraînement quotidienne. Après avoir terminé sa mission quotidienne, le système l'invite à choisir sa récompense. Il demande des points de statistiques, pensant qu'il les choisit habituellement comme récompense de sa quête quotidienne. La constitution et l'intelligence sont importantes pour un chevalier saint, mais il sait qu'il ne faut pas négliger les autres statistiques. Suivant son schéma habituel, il répartit ses points entre 4 statistiques en utilisant la méthode de 3, 3 et 2 pour un développement équilibré. Le système annonce ensuite qu'il a terminé sa mission de réussite et le félicite d'avoir obtenu la première place à l'examen du district de Sukong. Il l'informe que les récompenses seront distribuées en fonction de ses résultats et la liste des compétences et des notes obtenues est ensuite énumérée. Une présentatrice annonce que le grand gagnant est le cheval noir de la ville de Jiangli. Elle précise également que ce dernier n'était que de niveau 10 à son entrée dans le royaume et que sa cérémonie d'éveil de classe a déclenché un phénomène divin, signe vide de son destin de vainqueur. Le secrétaire Zhao informe les médias qu'il a toujours cru au succès de YEI après avoir été témoin de son éveil en tant que chevalier saint. Cette conviction l'a poussé à conseiller au gouvernement d'accroître ses investissements dans le jeune combattant.
Dans un restaurant animé, les conversations vont bon train à propos du nouveau champion. Certains se demandent si un chevalier saint est une classe de soutien, tandis que d'autres expriment leur scepticisme. Un homme affirme ne pas apprécier YEI, soulignant qu'il faut généralement beaucoup de temps à une telle classe pour terminer un royaume en solo, surtout pour quelqu'un qui n'était qu'au niveau 10 et qui s'attaque seul à un royaume cauchemardesque. Une jeune fille intervient, révélant qu'elle possède des enregistrements prouvant l'authenticité de ses capacités. Elle confirme sa puissance. On commence à s'interroger à voix haute sur la raison pour laquelle sa croix sacrée semble encore plus redoutable que la magie de feu des mages de haut niveau. On s'émerveille de la bénédiction de son arme, la qualifiant de don des dieux et de bénédiction de courage. Quelqu'un demande même combien de bonus il possède. Pendant ce temps, un homme aux cheveux roux, assis seul chez lui, médite sur la récente victoire de Yi. Il remarque que son temps de passage était de 9 minutes et 24 secondes, soit 20 secondes de moins que son propre record. Frustré par cette perte d'honneur, il tire avec rage sur son robot serviteur, furieux que le garçon ose le surpasser et jurant que YEI joue avec le feu. De l'autre côté de la ville, notre garçon se promène dans un parc lorsqu'il reçoit 2 messages du gouvernement de Zhangli sur son téléphone. Chaque message détaille une somme d'argent considérable en attente de sa confirmation. Il appelle immédiatement le secrétaire Jiao pour savoir si quelque chose ne va pas. Jie le rassure, en reconnaissance de ses excellents résultats à l'examen, le gouvernement lui offre 5 millions en espèces et une luxueuse demeure. Il demande à Yi s'il a une préférence quant à l'emplacement de la demeure, mais notre protagoniste répond que Xiao peut choisir pour lui. Xiao l'informe alors que des recruteurs des 3 meilleures universités sont en route pour le rencontrer et propose de l'y emmener. Yi répond que ce n'est pas nécessaire, car les recruteurs sont déjà arrivés. Un jeune homme s'approche et se présente comme professeur de recrutement de l'université Riang. Alors qu'il salue Yi, un autre recruteur descend d'un hélicoptère et demande bruyamment ce que le professeur de Riang fait là. Après l'avoir critiqué par le passé, ce dernier met en garde le jeune homme, lui conseillant de peser ses mots et expliquant que le nouveau venu, n'a pas su voir la vérité et a depuis été renvoyé de son université. Il propose ensuite à Yi une place à l'université de Riang, assortie d'une prime de 4 millions de dollars de l'ONU. Ne voulant pas être en reste, représentant l'université de Modu, réplique en promettant de doubler toute offre de l'université de Riang. Confiant dans l'obtention de l'inscription par Modu, il exhorte les autres à partir. Soudain, une femme aux grandes ailes apparaît près de Yi, le soulève sans prévenir et s'envole. Elle se présente comme une représentante de l'université de Qingjing. Se vantant d'offrir les meilleures ressources de cultivation, y compris des ressources de grade à chaque année pendant 4 ans, une autre femme ailée les intercepte alors qu'ils fendent les airs. Elle argumente que le recrutement devrait reposer sur les ressources, l'histoire et la renommée. Elle insiste sur le fait que l'université Sukong peut rivaliser avec tout ce que Qingjing propose et remet en question la nécessité d'un enlèvement. Elle avertit la première femme que si elle ne neutralise pas Yi, elle ne sera pas tenue responsable de la suite des événements. De retour sur Terre, Qian surenchérit, promettant que Modu fournira non seulement des ressources de cultivation de grade A, mais aussi un ensemble complet d'équipements de grade or chaque année. La première femme ailée précise alors qu'elle ne l'enlève pas et encourage Yi à faire son propre choix. La seconde femme se présente comme Sumi, responsable du recrutement à l'université Sukang. Elle explique que Sukang valorise la force par-dessus tout et que les étudiants qui atteignent le rang terre ou ciel de l'école peuvent obtenir des ressources de grade S. Elle souligne que Sukong a remporté la première place lors des 4 derniers concours d'échange d'étudiants de première année, preuve de sa capacité à former les meilleurs talents. Les 2 femmes s'échangent des piques, chacune défendant les records et les succès de son université. Mais insiste sur le fait que les victoires de Sukong devraient inciter Qingjing à redoubler d'efforts. Au milieu de leur argument, YEI réfléchit à ses options. Toutes les universités offrent des avantages similaires et chacune d'elles pourrait lui garantir un avenir prometteur. Mais s'il veut vraiment progresser pendant ses années universitaires, il sait qu'il doit choisir avec soin l'établissement qui lui convient le mieux. Tandis que les professeurs chargés du recrutement se disputent, notre garçon annonce soudainement sa décision, les obligeant tous 3 à se retourner. Il informe Mei qu'il a choisi l'université de Sukong. D'un geste magique, elle fait apparaître le contrat universitaire devant lui, expliquant qu'il s'agit de l'université de Sukang. Elle souligne que Sukong a remporté la première place lors des 4 derniers concours d'échange d'étudiants de première année, preuve de sa capacité à former les meilleurs talents. Les 2 femmes s'échangent des piques, chacune défendant les records et les succès de son université. Mais insiste sur le fait que les victoires de Sukong devraient inciter Qingjing à redoubler d'efforts. Au milieu de leur argument, YEI réfléchit à ses options. Toutes les universités offrent des avantages similaires et chacune d'elles pourrait lui garantir un avenir prometteur. Mais s'il veut vraiment progresser pendant ses années universitaires, il sait qu'il doit choisir avec soin l'établissement qui lui convient le mieux. Tandis que les professeurs chargés du recrutement se disputent, notre garçon annonce soudainement sa décision, les obligeant tous 3 à se retourner. Il informe Mei qu'il a choisi l'université de Sukong.
D'un geste magique, elle fait apparaître le contrat universitaire devant lui, expliquant qu'il s'agit de l'université de Sukang. Elle souligne que Sukang a remporté la première place lors des 4 derniers concours d'échange d'étudiants de première année, preuve de sa capacité à former les meilleurs talents. Les deux femmes s'échangent des piques, chacune défendant les records et les succès de son université, mais insiste sur le fait que les victoires de Sukang devraient inciter Qingjing à redoubler d'efforts. Au milieu de leur argument, YEI réfléchit à ses options. Toutes les universités offrent des avantages similaires et chacune d'elles pourrait lui garantir un avenir prometteur. Mais s'il veut vraiment progresser pendant ses années universitaires, il sait qu'il doit choisir avec soin l'établissement qui lui convient le mieux. Tandis que les professeurs chargés du recrutement se disputent, notre garçon annonce soudainement sa décision, les obligeant tous trois à se retourner. Il informe Mei qu'il a choisi l'université de Sukang. D'un geste magique, elle fait apparaître le contrat universitaire devant lui, expliquant qu'il s'agit de l'université de Sukang. Elle lui présente un contrat de recrutement spécial. Elle l'encourage à l'examiner et à le signer s'il n'y trouve aucun problème. Pendant ce temps, Mademoiselle Sun, inquiète de voir Sukang reprendre l'ascendant, dit à Yi que s'il a du mal à s'adapter, il est toujours le bienvenu à Qingjing. Mais, impatiente face à sa rivale, qualifie Mademoiselle Sun d'entêteuse. En lisant le contrat, Yi est intrigué par la mention de l'incantation sans bâton, une compétence généralement réservée aux mages de haut niveau. Il interroge mais sur le niveau de Mademoiselle Su, et elle répond que la mage est de niveau 42, deuxième éveil. Elle ajoute que le monde est bien plus vaste qu'il ne l'imagine et qu'en entrant à Sukang, il rencontrera encore plus de jeunes gens puissants. Fort de cette nouvelle maîtrise du système, Yi est persuadé que personne de son âge ne peut rivaliser avec lui. Il a hâte d'entrer à Sukang, d'affronter de redoutables adversaires et de progresser encore plus vite. Reconnaissant son désir ardent de compétition, mais le qualifie de garçon intéressant. Une fois le contrat signé, celui-ci se met à émettre des lumières magiques. Mais s'empare rapidement du cadeau et annonce à Yi qu'il a une semaine pour faire ses valises, car elle reviendra le chercher pour l'emmener à Sukang. Surpris, il se demande si le semestre commence si tôt. Mais lui murmure alors que les recrues d'élite auront accès à un entraînement et à une cultivation de très haut niveau. Leur force augmentera rapidement, les préparant ainsi à de meilleures performances lors du prochain concours national d'échange d'étudiants de première année. Le lendemain, YEI, accompagné de ses sœurs Yun et Ching, visite sa nouvelle demeure. Le secrétaire Zhao l'informe que la maison lui a été offerte par la municipalité. Elle compte 3 étages. Le deuxième étage abrite une salle d'entraînement spécialisée, le troisième offre un grand balcon et un espace de détente pour une superficie totale de près de 1000 mètres carrés. Après la visite, Zhao leur dit qu'il les laisse se reposer. Mais avant de partir, Yi lui demande un service. Il explique que Yun n'est pas encore complètement rétablie et reste faible. Aussi, même si Sir King restera avec elle, il espère que Jiao pourra aussi veiller sur Yun pendant un certain temps. Le secrétaire accepte avec joie. Pendant ce temps, Mei attend Yi dans sa voiture. Elle lui rappelle que Yun doit prendre les pilules de la prêtresse Shu chaque semaine, que Sir Ching doit vérifier sa santé quotidiennement et que Jiao s'occupera de son inscription à l'école dans quelques jours. Mais précise également à Yi que Yun doit suivre les instructions de Jiao. Yun serre son frère dans ses bras, le rassurant sur sa compréhension. Alors que Yi et Mei s'éloignent, elle lui demande si c'est la première fois qu'il voyage sur une si longue distance, ce qu'il confirme. Elle lui dit de se tenir prêt. Soudain, leur voiture décolle et traverse un portail, les transportant dans une ville de Ning, puis dans une cité universitaire de Ning. Mais explique que les grandes universités sont généralement sous contrôle militaire et que la prêtresse Shu a dû demander une autorisation spéciale au gouvernement de la ville pour utiliser un dispositif magique de téléportation miniature. À leur arrivée, Mei souligne que l'université Sukang travaille en étroite collaboration avec l'armée, ce qui leur a permis de construire un immense réseau de téléportation près du campus, rendant les déplacements sûrs et pratiques. Yi, regardant au loin, aperçoit l'université perchée sur une montagne, d'où s'affluent d'innombrables humains, monstres et géants franchissant les portes de l'établissement. Il écoute Mei lui demander de se signaler. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une agitation soudaine attire son attention. Quelqu'un est projeté devant lui et, avant qu'il puisse réagir, une jeune fille en colère lui assène un coup de pied en criant qu'elle lui a déjà dit qu'elle ne voulait pas parler. Elle l'avertit que ce n'était qu'un avant-goût. S'il la dérange encore, elle ne sera pas aussi indulgente. Le malheureux garçon se révèle être le jeune maître, tandis que la fougueuse jeune fille s'appelle Chili. Parmi les spectateurs, une fille murmure que Jen essaie de flirter avec les nouveaux étudiants chaque semestre. Notre protagoniste observe attentivement Chili et remarque que ses motifs magiques suggèrent une ascendance démoniaque. Mademoiselle Mei explique calmement que de nombreux élèves et professeurs de la cité universitaire sont d'origines diverses et lui conseille de ne pas s'étonner. Il la rassure, lui disant qu'elle n'a pas à s'inquiéter, quelle que soit son origine. Tant qu'ils resteront fidèles à l'humanité, il ne sera pas hostile et ne blâmera jamais toute la race démoniaque pour la mort de son père. Mais lui présente alors sa carte d'étudiant. En l'examinant, YEI se demande si le chiffre correspond à son classement. Elle en profite pour lui expliquer le système scolaire.
Chaque année a son propre classement, les élèves les plus brillants étant placés en haut. Les nouveaux élèves sont initialement classés en fonction des examens d'entrée. Il est stupéfait de découvrir qu'il est classé 001, le meilleur parmi les nouveaux. Mais l'avertit que ce classement est temporaire. Une compétition interne, qui aura lieu dans un mois, redistribuera les places. Désormais, il sera la cible de tous, chacun lorgnant sur sa place. Notre garçon répond fermement que puisqu'il a atteint la première place, il n'a pas l'intention de la perdre. Mais poursuit en détaillant le système de notation de l'école. Les étudiants de première année gagnent des points en fonction de leur rang, qu'ils peuvent échanger contre des repas, de l'équipement, des potions, des manuels de compétences et même des compétences et des ressources rares de classe S. Outre le classement, des points peuvent également être obtenus grâce au tableau de mission ou en occupant un poste prestigieux au sein du rang ciel et terre. Elle remarque que l'université SU compte environ 5000 étudiants, dont beaucoup aspirent à atteindre ce rang d'élite, et le met en garde contre l'arrogance. En marchant, YEI aperçoit des étudiants franchissant une porte magique lumineuse. Mais explique les 3 royaumes, le donjon des gobelins, niveau 17 à 21, la forêt distordue, niveau 23 à 26, et le purgatoire, niveau 28 à 31. Outre les prérequis de niveau, l'accès à ces royaumes coûte des points. Elle mentionne également la salle d'entraînement où les étudiants peuvent s'entraîner contre des robots ou de véritables adversaires pour gagner des niveaux. À l'intérieur, notre protagoniste observe des combats en cours tandis que May remarque qu'à l'université SU, seuls les plus forts ont accès à l'autorité et aux ressources nécessaires. Un arrangement destiné à assurer la survie. En croisant un groupe d'étudiants, certains saluent Mademoiselle May, qui les félicite pour leur travail. Intrigué par YEI, une fille lui demande qui il est, faisant remarquer qu'il est rare qu'un professeur accompagne personnellement un nouvel élève. Une autre se souvient que les nouveaux arrivent généralement par groupe de 10, sous la supervision des élèves plus âgés, et se demande à voix haute s'il a bénéficié d'un traitement de faveur. Wong lui explique que les recrues spéciales se voient attribuer des professeurs pour faciliter leur intégration et peut-être aussi pour les attirer dans leur maison. Pendant ce temps, Chili interroge l'informateur de l'université SU sur le parcours de Yi. Apprenant qu'il vient du district de Sukang, un chevalier saint de niveau 13 classé premier, les étudiants sont stupéfaits. Ils n'arrivent pas à croire qu'une classe de soutien puisse occuper la première place. Un garçon mentionne que Shenling Fun, classé 002, est une berserker de niveau 14 et doute qu'un rôle de soutien puisse surpasser une telle puissance. Chili, sûr de ces informations, insiste sur le fait que son titre d'informateur n'est pas une plaisanterie et confirme que Yi est bien le meilleur nouvel élève. Soudain, un garçon déclare croire que le rang de Yi est falsifié. Il se présente comme Liu Jing, un chevalier punitif de niveau 13, rang 038, et défie le chevalier saint, affirmant qu'il ne mérite pas son numéro. Alors qu'il s'avance, un aîné l'arrête en posant une main sur son épaule, lui rappelant que les duels sont une affaire privée et l'avertissant de ne pas faire perdre de temps à tout le monde. L'aîné ajoute que le rang 01 a été décidé à l'unanimité par le directeur et les 5 maîtres de maison. Ce n'est pas une erreur. Lou hausse les épaules, insistant sur le fait qu'il peut gérer la situation et disant à l'aîné de ne pas s'en mêler. L'excitation se propage dans la foule, des rumeurs circulant selon lesquelles Lou essaierait d'utiliser YEI comme tremplin. Certains rétorquent que c'est naturel, car la classe des chevaliers saints n'est pas réputée pour sa force. Notre protagoniste demande à Lou quel est son véritable motif. Le défieur propose un pari, s'il gagne, il ne demandera rien, mais s'il perd, YEI recevra 100 points. Compte tenu de sa réputation et voulant donner l'exemple, YEI surenchérit, exigeant 300 pièces d'or. Liu hésite, sachant qu'il n'a gagné qu'environ 400 pièces d'or pour son rang, et la foule murmure qu'il risque de tout perdre. Yi lui tourne le dos, le narguant et lui disant qu'il peut s'en aller s'il manque de courage. Sous la pression, le chevalier punitif accepte les conditions et lui ordonne de monter sur le ring. Yi, cependant, rejette l'idée. Si Lu n'est pas à genoux dans les 3 coups, il aura gagné. Yi et Lu se tiennent sur le ring, mais faisant office d'arbitre, établissant les règles et leur demandant de compter à rebours pendant 3 secondes avant d'agir, insistant sur le fait qu'aucun coup fatal n'est autorisé. Le compte à rebours terminé, Lu charge agressivement, lançant son coup sanglant. Il saute en l'air, l'épée levée, cherchant à submerger son adversaire d'une frappe mortelle. Cependant, notre garçon riposte par un seul coup de pied puissant qui l'envoie voler hors du ring. Lu s'écrase contre le mur et s'effondre. Du sang coule de son nez et de sa bouche. Peu impressionné, YEI trouve le combat ennuyeux et se demande si Lu avait un plan secret, avant de conclure qu'il ne peut même pas encaisser un seul coup. Après avoir examiné le combattant blessé, le médecin informe May qu'il a 5 côtes cassées, une hémorragie interne et qu'il a perdu connaissance. Elle ordonne aussitôt au médecin de le faire soigner par un prêtre, transfère 300 points sur le compte étudiant de YEI et lui remet sa carte d'étudiant. En marge du combat, Chili s'émerveille de la facilité avec laquelle le chevalier saint a bloqué la charge du chevalier de la punition, combinée à une entaille sanglante, d'un simple coup de pied. Elle comprend que celle a le véritable pouvoir de 001 et estime l'écart de force entre eux à au moins 20 points. Impatiente de se mesurer à lui, elle lance un défi à YEI.
Notre protagoniste remarque qu'elle possède non seulement de multiples lignées, mais aussi un équipement ancestral. Grâce à son analyse magique, il calcule ses pouvoirs et ses forces et détermine qu'elle est une adversaire digne de ce nom. Satisfait de cette évaluation, il accepte le défi. Sur le ring, YEI empoigne son marteau géant, prêt au combat. Lee Yeong, capitaine du club Aurora, s'approche de Mei, surpris de la voir et échangeant une salutation polie avec elle. Le combat commence, arbitré par un robot volant. Chili prend l'initiative et attaque avec sa grande épée, utilisant la technique de la frappe de l'ombre. Il riposte avec le typhon foudroyant. Leur arme s'entrechoque dans une gerbe d'étincelles. Elle recule, réévaluant la force de son adversaire. Elle réalise à quel point il est puissant et monstrueux. Déterminé, Chili intensifie son attaque avec une frappe démoniaque. Notre héros, ravi d'enfin affronter quelqu'un de front, relève le défi. Elle enchaîne avec un uppercut rapide suivi d'une estocade renforcée, mais y riposte avec une frappe onde de choc puis un coup dévastateur. Le combat fait rage sur le ring, les armes s'entrechoquant sans cesse. Observant attentivement, Lee conclut que sans atout majeur, le bretteur spirituel est voué à la défaite, bien que le docteur estime que les deux adversaires semblent de force égale. S'appuyant sur sa technique de blocage améliorée, Chili remarque qu'alors qu'elle bloquait auparavant un coup sur 3, elle n'en bloque plus qu'un sur 2. Elle se dit que la plupart des utilisateurs d'armes lourdes économisent leur endurance en se défendant et en reculant, attendant une ouverture. Pourtant, YEI ne montre aucun signe de retenue ni de fatigue. Elle se demande s'il est téméraire ou simplement d'une confiance en soi démesurée. Le poids du marteau de guerre la contraint sans cesse à se défendre plutôt qu'à attaquer, et son inquiétude grandit. Décidant de passer à l'offensive, YEI invoque le don de Dieu, le don du courage, et brandit la lance de la victoire. Chili se prépare avec frappe fantôme, se demandant quand il déchaînera toute sa puissance. Soudain, il lance une frappe féroce, la dominant et la projetant au sol. Le marteau de guerre s'arrête à quelques centimètres de sa tête et lui demande si elle souhaite continuer. Reconnaissant sa défaite, elle concède, reconnaissant son impuissance face à une telle force, YEI l'interroge, remarquant qu'elle n'a pas tout donné, s'abstenant d'utiliser ses compétences d'escrimeuse ou ses pouvoirs élémentaires obscurs. Surpris par son analyse, Chili admet que, s'agissant d'un simple entraînement, elle a choisi de ne pas révéler ses atouts et souligne qu'il n'a pas non plus combattu à pleine puissance, faisant référence à sa vidéo d'examen. Avec un sourire, elle lui demande de l'ajouter sur les réseaux sociaux, espérant pouvoir s'entraîner à nouveau ensemble. Après le combat, YEI reçoit les conseils de Mademoiselle Mei, qui lui recommande de lâcher prise, ce qu'il accepte. En sortant de l'école, elle lui explique en détail que le dortoir des premières années se situe sur une petite montagne, tandis que les dortoirs des élèves ordinaires se trouvent au pied et à flanc de montagne. Le dortoir des recrues spéciales, lui dit-elle, se dresse tout en haut, et ces recrues ont le privilège de vivre dans des villas individuelles. Mais s'arrête pour montrer à notre protagoniste le bâtiment où il habitera désormais. Au moment où il s'apprête à entrer, elle lui demande s'il est vrai qu'il recherche le lotus gelé. Elle l'informe que, selon un groupe qui s'est aventuré dans la chaîne de montagnes de la tempête il y a 6 ans, un lotus gelé Y a effectivement été aperçu. Cependant, ils ont renoncé à le récupérer car il était gardé par des monstres de haut niveau. Elle l'avertit que cette information pourrait ne plus être exacte. Sans perdre une seconde, YEI installe rapidement son laboratoire informatique dans sa nouvelle chambre et commence ses recherches sur le lotus gelé. Il découvre que la chaîne de montagnes de la tempête, apparue après la fusion de la Terre avec le jeu éternel, est immense et regorge de trésors ainsi que d'une faune et d'une flore exotiques. Le système, reconnaissant sa réussite à l'examen récent, le récompense avec un objet vital, la résurrection après la mort. Notre jeune homme se prépare pour son voyage, prévoyant de partir à l'aventure après avoir acquis les compétences et l'équipement nécessaires. Alors qu'il poursuit ses recherches, son système informatique l'informe, rang 001 détecté. Les compétences de chevalier saint de niveau inférieur à A peuvent être étudiées gratuitement. Sans perdre de temps, il acquiert l'immunité aux dégâts physiques, une compétence qui ne nécessite pas d'armes, et apprend également une attaque à distance. Comme toutes les compétences disponibles sont gratuites, il en achète un grand nombre. Mais il doit encore dépenser des points pour récupérer l'ensemble forestier qu'il a gagné à l'examen. Cette nuit-là, YEI pénètre dans la chaîne de montagnes de la tempête. Alors qu'il s'aventure sur ce terrain sauvage, une explosion massive secoue les montagnes. Vêtu de son ensemble forestier, acquis grâce à un nombre considérable de points, notre protagoniste poursuit sa route. Pendant ce temps, Chili, de l'autre côté, consulte son téléphone et lit le message de YEI. Elle choisit de ne pas dévoiler ses atouts et lui fait remarquer qu'il n'a pas combattu à pleine puissance, faisant référence à sa vidéo d'examen. Avec un sourire, elle lui demande de l'ajouter sur les réseaux sociaux, espérant pouvoir s'entraîner à nouveau ensemble à l'avenir. Après le combat, YEI reçoit les conseils de Mademoiselle Mei, qui lui recommande de lâcher prise, et il suit son conseil. Alors qu'ils sortent de l'école, elle lui explique en détail que le dortoir des premières années est situé sur une petite montagne, tandis que les dortoirs des autres élèves se trouvent au pied et à flanc de montagne.
Le dortoir des recrues spéciales, lui dit-elle, se dresse tout en haut et ces recrues ont le privilège de vivre dans des villas individuelles. Mais s'arrête pour montrer à notre protagoniste le bâtiment où il habitera désormais. Au moment où il s'apprête à entrer, elle lui demande s'il est vrai qu'il recherche le lotus gelé. Elle l'informe que, selon un groupe qui s'est aventuré dans la chaîne de montagnes de la tempête il y a 6 ans, un lotus gelé Y a effectivement été aperçu. Cependant, ils renoncèrent à le récupérer car il était gardé par des monstres de haut niveau. Elle les avertit que ces informations pourraient ne plus être exactes. Sans perdre de temps, YEI installe rapidement son laboratoire informatique dans sa nouvelle chambre et commence ses recherches sur le lotus gelé. Il découvre que la chaîne de montagnes de la tempête, apparue après la fusion de la Terre avec le jeu éternel, est immense et regorge de trésors et d'une faune et d'une flore exotiques. Le système, reconnaissant sa réussite à l'examen récent, le récompense avec un objet vital, la résurrection après la mort. Notre jeune homme se prépare pour son voyage, prévoyant de partir à l'aventure après avoir acquis les compétences et l'équipement nécessaires. Alors qu'il poursuit ses recherches, son système informatique l'informe, rang 001 détecté. Les compétences de chevalier saint de niveau inférieur à A peuvent être étudiées gratuitement. Il n'hésite pas et acquiert l'immunité aux dégâts physiques, une compétence ne nécessitant pas d'armes, ainsi qu'une compétence d'attaque à distance. Puisque toutes les compétences disponibles sont gratuites, il en achète un grand nombre. Mais il doit encore dépenser des points pour récupérer l'équipement forestier qu'il a gagné à l'examen. Cette nuit-là, YEI pénètre dans la chaîne de montagnes de la tempête. Alors qu'il s'aventure sur ce terrain sauvage, une explosion massive secoue les montagnes. Vêtu de son équipement forestier, acquis grâce à un nombre considérable de points, notre protagoniste poursuit sa route. Pendant ce temps, de l'autre côté, Chili, son téléphone à la main, lit le message de YEI. Elle choisit de ne pas dévoiler ses atouts et lui fait remarquer qu'il n'a pas combattu à pleine puissance, faisant référence à sa vidéo d'examen. Avec un sourire, elle lui demande de l'ajouter sur les réseaux sociaux, espérant pouvoir s'entraîner à nouveau ensemble à l'avenir. Après le combat, YEI reçoit les conseils de Mademoiselle May, qui lui recommande de lâcher prise, et il suit son conseil. Alors qu'ils sortent de l'école, elle lui explique en détail que le dortoir des premières années est situé sur une petite montagne, tandis que les dortoirs des autres élèves se trouvent au pied et à flanc de montagne. Le dortoir des recrues spéciales, lui dit-elle, se dresse tout en haut et ces recrues ont le privilège de vivre dans des villas individuelles. Mais s'arrête pour montrer à notre protagoniste le bâtiment où il habitera désormais. Au moment où il s'apprête à entrer, elle lui demande s'il est vrai qu'il recherche le lotus gelé. Elle l'informe que, selon un groupe qui s'est aventuré dans la chaîne de montagnes de la tempête il y a 6 ans, un lotus gelé Y a effectivement été aperçu. Cependant, ils renoncèrent à le récupérer car il était gardé par des monstres de haut niveau. Elle les avertit que ces informations pourraient ne plus être exactes. Sans perdre de temps, YEI installe rapidement son laboratoire informatique dans sa nouvelle chambre et commence ses recherches sur le lotus gelé. Il découvre que la chaîne de montagnes de la tempête, apparue après la fusion de la Terre avec le jeu éternel, est immense et regorge de trésors et d'une faune et d'une flore exotiques. Le système, reconnaissant sa réussite à l'examen récent, le récompense avec un objet vital, la résurrection après la mort. Notre jeune homme se prépare pour son voyage, prévoyant de partir à l'aventure après avoir acquis les compétences et l'équipement nécessaires. Alors qu'il poursuit ses recherches, son système informatique l'informe, rang 001 détecté. Les compétences de chevalier saint de niveau inférieur à A peuvent être étudiées gratuitement. Il n'hésite pas et acquiert l'immunité aux dégâts physiques, une compétence ne nécessitant pas d'armes, ainsi qu'une compétence d'attaque à distance. Puisque toutes les compétences disponibles sont gratuites, il en achète un grand nombre. Mais il doit encore dépenser des points pour récupérer l'équipement forestier qu'il a gagné à l'examen. Cette nuit-là, YEI pénètre dans la chaîne de montagnes de la tempête. Alors qu'il s'aventure sur ce terrain sauvage, une explosion massive secoue les montagnes. Vêtu de son équipement forestier, acquis grâce à un nombre considérable de points, notre protagoniste poursuit sa route.
Pendant ce temps, de l'autre côté, Chili, son téléphone à la main, lit le message de YEI. Perché au sommet de la montagne, la demeure de ces recrues d'exception leur offre le privilège de vivre dans des manoirs individuels. Mais s'arrête un instant pour montrer à notre protagoniste le bâtiment où il résidera désormais. Au moment où il s'apprête à entrer, elle lui demande s'il est vrai qu'il recherche le lotus glacé. Elle l'informe que, selon un groupe qui s'est aventuré dans la chaîne de montagnes de la tempête il y a 6 ans, un lotus glacé Y a effectivement été aperçu. Cependant, ils ont dû renoncer à le récupérer car il était gardé par des monstres de haut niveau. Elle l'avertit que cette information pourrait ne plus être exacte. Sans perdre une seconde, YEI installe rapidement son laboratoire informatique dans sa nouvelle chambre et commence ses recherches sur le lotus glacé. Il découvre que la chaîne de montagnes de la tempête, apparue après la fusion de la Terre avec le jeu éternel, est immense et regorge de trésors ainsi que d'une faune et d'une flore exotiques. Le système, reconnaissant sa réussite à l'examen récent, le récompense d'un objet vital, la résurrection après la mort. Notre jeune homme se prépare pour son voyage, prévoyant de partir à l'aventure après avoir acquis les compétences et l'équipement nécessaires. Alors qu'il poursuit ses recherches, son système informatique l'informe, son rang 001 a été détecté, et les compétences de chevalier saint de niveau inférieur à A peuvent être étudiées gratuitement. Sans perdre une seconde, il acquiert l'immunité aux dégâts physiques, une compétence ne nécessitant pas d'armes, et apprend également une attaque à distance. Puisque toutes les compétences disponibles sont gratuites, il en achète un grand nombre. Cependant, il doit encore dépenser des points pour récupérer l'ensemble forestier gagné lors de l'examen. Cette nuit-là, YEI pénètre dans la chaîne de montagnes de la tempête. À peine attiré, il foulait ce terrain sauvage qu'une explosion massive secoue les montagnes. Vêtu de son équipement forestier acquis grâce à un nombre considérable de points, notre protagoniste avance. Pendant ce temps, Chili, de l'autre côté, consulte son téléphone et lit le message de YEI. Perché au sommet de la montagne, la demeure de ces recrues d'exception leur offre le privilège de vivre dans des manoirs individuels. Mais s'arrête un instant pour montrer à notre protagoniste le bâtiment où il résidera désormais. Au moment où il s'apprête à entrer, elle lui demande s'il est vrai qu'il recherche le lotus glacé. Elle l'informe que, selon un groupe qui s'est aventuré dans la chaîne de montagnes de la tempête il y a 6 ans, un lotus glacé Y a effectivement été aperçu. Cependant, ils ont dû renoncer à le récupérer car il était gardé par des monstres de haut niveau. Elle l'avertit que cette information pourrait ne plus être exacte. Sans perdre une seconde, YEI installe rapidement son laboratoire informatique dans sa nouvelle chambre et commence ses recherches sur le lotus glacé. Il découvre que la chaîne de montagnes de la tempête, apparue après la fusion de la Terre avec le jeu éternel, est immense et regorge de trésors ainsi que d'une faune et d'une flore exotiques. Le système, reconnaissant sa réussite à l'examen récent, le récompense d'un objet vital, la résurrection après la mort. Notre jeune homme se prépare pour son voyage, prévoyant de partir à l'aventure après avoir acquis les compétences et l'équipement nécessaires. Alors qu'il poursuit ses recherches, son système informatique l'informe, son rang 001 a été détecté, et les compétences de chevalier saint de niveau inférieur à A peuvent être étudiées gratuitement. Sans perdre une seconde, il acquiert l'immunité aux dégâts physiques, une compétence ne nécessitant pas d'armes, et apprend également une attaque à distance. Puisque toutes les compétences disponibles sont gratuites, il en achète un grand nombre. Cependant, il doit encore dépenser des points pour récupérer l'ensemble forestier gagné lors de l'examen. Cette nuit-là, YEI pénètre dans la chaîne de montagnes de la tempête. À peine attiré, il foulait ce terrain sauvage qu'une explosion massive secoue les montagnes. Vêtu de son équipement forestier acquis grâce à un nombre considérable de points, notre protagoniste avance. Pendant ce temps, Chili, de l'autre côté, consulte son téléphone et lit le message de YEI. Il prévoit de partir à l'aventure après avoir acquis les compétences et l'équipement nécessaires. Alors qu'il poursuit ses recherches, son système informatique l'informe, il a détecté le rang 001 et peut étudier gratuitement les compétences de chevalier saint de niveau inférieur à A. Sans perdre une seconde, il acquiert l'immunité aux dégâts physiques, une compétence ne nécessitant pas d'armes, ainsi qu'une compétence d'attaque à distance. Puisque toutes les compétences disponibles sont gratuites, il en achète un grand nombre.
Cependant, il doit encore dépenser des points pour récupérer l'ensemble forestier gagné lors de l'examen. Cette nuit-là, YEI pénètre dans la chaîne de montagnes de la tempête. À peine a-t-il posé le pied sur ce terrain sauvage qu'une explosion massive secoue les montagnes. Vêtu de son ensemble forestier, acquis grâce à un nombre considérable de points, notre protagoniste poursuit sa route. Pendant ce temps, Chili, de l'autre côté, consulte son téléphone et lit le récit d'YEI. Il prévoit de partir à l'aventure après avoir acquis les compétences et l'équipement nécessaires. Alors qu'il poursuit ses recherches, son système informatique l'informe, il a détecté le rang 001 et peut étudier gratuitement les compétences de chevalier saint de niveau inférieur à A. Sans perdre une seconde, il acquiert l'immunité aux dégâts physiques, une compétence ne nécessitant pas d'armes, ainsi qu'une compétence d'attaque à distance. Puisque toutes les compétences disponibles sont gratuites, il en achète un grand nombre. Cependant, il doit encore dépenser des points pour récupérer l'ensemble forestier gagné lors de l'examen. Cette nuit-là, YEI pénètre dans la chaîne de montagnes de la tempête. À peine a-t-il posé le pied sur ce terrain sauvage qu'une explosion massive secoue les montagnes. Vêtu de son ensemble forestier, acquis grâce à un nombre considérable de points, notre protagoniste poursuit sa route. Pendant ce temps, Chili, de l'autre côté, consulte son téléphone et lit le récit d'YEI. Elle est triste car elle l'avait invité à faire du sport ensemble à la salle de gym, mais il a refusé, expliquant qu'il serait à l'extérieur de l'école. Son ami, remarquant son humeur maussade, se demande ce qui la tracasse. Chili confie avoir rencontré un garçon. Interrogée sur ce qui le rend si spécial, elle explique l'avoir défié la veille et avoir même usé de son charme pendant leur combat, sans succès. Tandis que Chili en discute avec son ami en appel vidéo, elle décide impulsivement de partir elle aussi pour la chaîne de montagnes de la tempête. Au même moment, une jeune fille nommée J conduit un camion lorsqu'un groupe de monstres lui barre soudainement la route. Sans hésiter, elle leur lance de minuscules bombes, provoquant des explosions qui en tuent la plupart. Lorsque la deuxième fille, assise à côté d'elle, utilise un sort de glace pour invoquer des esprits et repousser un monstre du toit, Dan ouvre le feu sur les ennemis restants avec sa mitrailleuse. Les trois filles coordonnent leur assaut et parviennent à neutraliser la menace. Soudain, Dan fait signe à une quatrième fille, Léon, qui saute du camion, son épée à la main. Je pousse un cri de triomphe, mais Wen ordonne aussitôt à tout le monde de s'écarter tandis qu'elle érige un mur de glace pour stopper un monstre qui approche. Au moment où les quatre filles repoussent les bêtes, quelque chose frappe leur camion à une vitesse fulgurante, le renversant et l'endommageant gravement. J'y crie, désespérée de savoir si ses amis sont saines et sauves. Lorsqu'elle lance un avertissement, quelque chose se trouve derrière elle. En se retournant, J et les autres sont stupéfaites de voir une immense horde de monstres foncer sur elle. Sa confiance vacille. Leur groupe a épuisé toutes ses ressources et n'a réussi à tuer que 4 démons. Alors que les monstres commencent à cracher du feu, les filles se demandent si c'est vraiment la fin pour elles. Soudain, YEI surgit, chevauchant un loup blanc géant. Il lance sa tempête sacrée sur les monstres, et l'énergie tourbillonnante stoppe l'attaque enflammée des démons. La tempête sacrée commence à les encercler, changeant le cours de la bataille. Une épée de feu frappe le monstre, mais en représailles, son souffle glacial déchaîne une tempête de glace qui s'entrechoque violemment avec le feu. Il remarque rapidement que les filles sont blessées et commence à les soigner grâce à ses pouvoirs de régénération lent mais constant. Parmi elles, Dan exprime sa gratitude à Junior Yi, avouant qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il les reconnaîtrait. Il explique que l'équipe du Phénix Bleu est l'une des 3 meilleures de leur école, et qu'il sait donc forcément qui elles sont. Dan, encore plus honteuse, reconnaît que son élément de lumière pourrait avoir un effet oppressant sur les démons. Elle prévient que les créatures restent trop dangereuses et insiste pour qu'ils retournent tous ensemble à la base pour se ravitailler. La compétition des premières années n'est que dans 3 jours, et notre protagoniste ne pourra reprendre sa recherche du lotus gelé qu'après l'événement. Il accepte sa suggestion. Après cet échange, Dan se tourne vers Gigi, active son âme métallique hurlante, son fantôme de vitesse retentissant. Une fois activée, elle s'élance dans les airs, pilotant le mécha araignée GX étincelant. Soudain, un énorme robot apparaît à proximité. Assise à l'intérieur, elle ordonne à ses coéquipiers de monter à bord rapidement, insistant sur le fait qu'il n'y a pas une seconde à perdre. Y demande alors à Su, son aîné, si la chaîne de montagnes de la tempête a toujours abrité des démons.
Su répond que leur équipe s'est aventurée à la périphérie de la chaîne à de nombreuses reprises, mais que c'est la première fois qu'ils rencontrent de telles créatures. Elle convient qu'ils doivent retourner à la base et prévenir l'armée. Yai demande si un mage surveille toute la zone militaire. Su explique que la chaîne abrite de nombreux monstres et que, pour les empêcher de s'échapper et de menacer les villes, l'armée a établi une base de ravitaillement et de commerce à l'entrée. L'armée protège également la tour du mage, qui surveille les mouvements des monstres dans les montagnes. Elle ajoute que, malgré la surveillance, les démons rencontrés sont considérés comme de bas niveau. Notre garçon a du mal à croire que des démons de platine de niveau 20 puissent être classés ainsi. Su explique que la tour des mages se concentre principalement sur les monstres épiques et légendaires des niveaux supérieurs, et que tout ce qui est en dessous de son seuil de détection minimal risque de passer inaperçu. Elle demande alors pourquoi, s'il y a une faille dimensionnelle, seuls des démons de bas niveau la traversent. Su rétorque que l'armée exterminerait immédiatement ses ennemis. Et si la faille pouvait laisser passer des démons de niveau 30, elle pourrait aussi laisser passer des démons bien plus puissants. Envoyer des démons faibles ne ferait que gaspiller des vies et révéler l'emplacement de la faille. Soudain, d'autres démons descendent dans la forêt, illuminés par un puissant rayon de lumière. Yei exhorte les filles à partir. Il promet de les rejoindre plus tard. Su, inquiète pour sa sécurité, les avertit qu'ils n'ont aucun moyen de savoir combien de démons sont dehors et qu'il est trop dangereux d'y aller seul. Notre protagoniste enfourche son loup et ensemble, ils se précipitent vers le lieu d'atterrissage des démons. Pendant ce temps, un petit groupe, caché dans les bois, hésite à porter secours aux combattants solitaires qui l'aperçoivent. Finalement, ils décident de ne pas intervenir, se croyant trop piégés et impuissants pour se protéger eux-mêmes. Non loin de là, une jeune fille affronte des démons avec une détermination farouche. Elle